Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, le Bénin qui se dote d'un référentiel d'évaluation de la qualité des services essentiels. Après son élaboration suivant une approche participative, les acteurs entament le processus de sa dissémination. Les documents sont au cœur d'un atelier qui se tient à Cotonou. À cet effet, au Palais des Congrès, on en parle dans cette édition. En santé, enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, mais aussi les jeunes et adolescents par le renforcement de la résilience des systèmes sanitaires. C'est le thème qui fait de Cotonou capitale d'une rencontre internationale avec les partenaires du Fonds français Muskoka. La formation ou la rencontre se tient sur 24 heures. On parle aussi de la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale de CORAF qui a pris fin hier mercredi. Au thème des 3 jours de travaux, les participants sont parvenus à plusieurs conclusions. Les grandes recommandations sont à suivre dans cette édition. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Il se tient une conférence publique à Cotonou sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels élaborés dans une approche participative par les structures étatiques, mais aussi celle de la société civile. La dissémination de ces référentiels d'évaluation est l'objet d'un atelier qui se tient au Palais des Congrès de Cotonou le 18, mais aussi le 19 avril 2024. Les points avec Assiongbo Kanye Assiongbo, Rachidi Soubero. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels au centre d'une conférence publique. La rencontre de Cotonou vise à faire des référentiels des outils de mobilisation et d'engagement des différents acteurs, tant pour l'application des normes de qualité existantes que pour l'amélioration de leur contenu dans les secteurs qui n'en disposent pas. Il s'agit de 3 ordres d'enseignement et des secteurs de l'eau puis de l'état civil qu'appuie la coopération internationale de la Suisse au Bénin. Nous saluons la coordination de ce travail par le ministère en charge du développement et nous nous réjouissons de prendre part à cette conférence finale. Notre souhait est bien sûr de voir par la suite ces référentiels diffusés et appropriés par l'ensemble des acteurs. Le gouvernement s'est engagé dans de profondes réformes dans tous les secteurs et a amorcé la transformation structurelle de l'économie pour le bien-être des populations. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, rappelle que la délivrance du service public doit être perçue comme une mission régalienne. Il met un accent sur la mission qui est de doter le pays d'une administration moderne et efficace. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, sur lesquels portent les travaux de cette conférence publique, sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ce travail a conduit, entre autres, à la mise en place d'un groupe de réflexion sur les normes de qualité et des groupes techniques de travail dans les 6 ministères concernés. Pour le compte de la première journée, 2 panels ont été animés portant sur la problématique de l'offre de services publics, puis la redevabilité et la qualité de celui-ci. Puis on aborde la page santé de ce journal, enjeux et défis pour atteindre la couverture de santé universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, mais aussi les jeunes et adolescents par le renforcement de la résilience des systèmes sanitaires au Bénin. C'est le thème qui a rassemblé à Cotonou, partenaire du Fonds français Muskoka pour 24 heures. C'était mercredi 17 avril 2024. On fait le point avec Esther Tofa. Et dès comment on peut vivre. Pays bénéficiaires, partenaires, pouvoirs publics et politiques ont répondu présents à ce rendez-vous de Cotonou. Le fonds Muskoka était le sujet principal des assises. Un fonds dont les actions sont axées sur 4 principales thématiques. La santé maternelle, néonatale, infantile et la planification familiale, premier thème. Deuxième thème, la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents et des adolescentes.
Troisième thème, le renforcement des systèmes de santé. Et quatrième thème, enfin, la nutrition. Nous saluons leur action et leurs résultats obtenus, même si les défis restent bien entendu très importants. Ces défis représentent l'objectif central de cette rencontre. Les partenaires présents, à savoir l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA, ont relevé dans chacune de leurs interventions les défis et enjeux qui se présentent au Fonds Muskoka. Les crises sécuritaires et humanitaires, bien sûr, qui entraînent les mouvements de population, la faible qualité des soins qui reste persistant avec un déficit de personnel qualifié, des insuffisances en médicaments essentiels et en équipement pour offrir des soins de qualité. Il y a aussi des défis liés à l'accessibilité financière et géographique. En effet, les enjeux et les défis pour la santé et le bien-être des filles et des femmes dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Si nous mettons ensemble l'accent sur la lutte pour une égalité homme-femme, sur la lutte contre les violences basées sur le genre et pour promouvoir l'autonomisation des femmes, nos pays peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur et plus inclusif. De nombreuses approches prouvées scientifiquement et programmatiquement efficaces et efficientes existent, mais doivent être mises à l'échelle le plus rapidement possible, sans oublier la qualité de ces approches. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre de la Santé a rappelé aux participants le but de ces assises en les exhortant à se focaliser sur les systèmes mis en place. Je voudrais donc nous inviter à saisir l'opportunité de cette conférence pour faire une analyse profonde de nos systèmes de santé, pour voir les obstacles à lever pour atteindre nos objectifs, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre de nos programmes. C'est dire donc qu'il faudra que la réflexion porte sur un système et des cibles à atteindre plutôt que sur une source de financement du secteur, même si l'argent est le nerf de la guerre. 4 sessions ont meublé cette conférence qui a duré toute la journée de ce mercredi 17 avril 2024. Une note d'économie locale dans cette édition avec la hausse des prix généralisés qui s'observe depuis quelques temps au Bénin. Depuis quelques semaines, le prix des céréales, notamment du maïs, une céréale fondamentale dans l'alimentation de la population béninoise, est devenu un produit de luxe, un peu comme de l'or, sur le marché de 200 francs le kilogramme autrefois. Le maïs est passé à 400 francs, 450, voire même 500 francs en milieu urbain. Une flambée de prix qui laisse les consommateurs béninois vendeurs sans voix dans un contexte de précarité très difficile. Le constat est réalisé par William Sanusi, Henri Ganti. Agbadeo 200 millions et 400, mais là nous à 450 même. 400 francs, 450 voire 500 francs CFA. C'est désormais le prix de la mesure de maïs constaté depuis quelques semaines dans les marchés sillonnés par notre équipe de reportage. Autrefois vendu à 150, 200 ou 250 francs le kilogramme, cette céréale fondamentale dans l'alimentation de la population béninoise est devenue un produit de luxe sur le marché. Une situation que déplore plus d'un. Bade huelo dion e hen atowa to meme do me do viaton ene aton izen lesin pe wo gbade bo da onu vile bo na duwa mi do obligé dion mi gboro ho agbeli iro vo sadi e lombo tombo do ki ho mo do vari do nu ko etome e no do ho kwa vi po me ya ho 10 dion e do vo sakaka si wa ho 3 de buna di do e so nu sa mo di da iton do nga. Le sac de maïs vendu auparavant à 20 000 francs CFA a connu une hausse vertigineuse, passant de 40 000 francs à 45 000 francs CFA, voire plus. Une situation que les vendeuses ont cherché à comprendre. Oui, le médium. Nous m'y regardons wa fio. Je m'y allais les carbonales les rodons. Paysans les non quoi de ji.
Bon Dieu, mi wa cambia de me jele ne bon badia do quoi verse mo aji. Mi ka pon me no do 100 do magasin, 200 do magasin, 500 do magasin là. Tel que me no do 500 di wa avec mon magasin ton 50 de na do fini. Me no do 120 ouais. Bon mi wa cambia de ne bon yi mo aji. E wa do gre ko lo me ton kun na o. E we zombo. E nourriture de support be wa vaki. Sin peviche me wa chote we. Boy Jimmy de me bonde me o mi sa mon koton pon wa egbe hon gbe ti won gbade o zun ko kede no na zati ro po na elifo e no le be zun ko do dona ba wa ta gbade o de no protection no ko de mi yaya bo gale va hi kaka fide bo ayo kwero po we mi de le gon di on ka sa mi gbono sa yin to nglo yin me de tai no le gon i do le no sa yin 500 we bo me bi no do ale na we gbe mi ka so comprend ho de boa 52 000. Eh ben ça gade le don. Fili a donné o. Et na sou chakiroko. Me do na iponko. Mo we one. Baka hati. O me na to. Mo na le ko aboju. No le bien mi na ho. Ba de va hiwe. Le maïs entre dans la préparation de la boisson locale communément appelée tchakpalo et de l'akassa connue sous le nom de lio. Les difficultés ne sont pas des moindres chez ces vendeuses également. Amaro kwa dia singo gbadi mi ka sa no mele fi de na do we mi ka si do kwa dia ro ko de ya e fa cho mele de suru no ho ya aho ati o ro ko le osun ko kede we be ko yan ko we amailo de se tin bodo dana dia amailo e vai vo e bo le vai e lo su bo vai mo je mo le susu kwikima kwi mi so tun de mi na blogbon do ajo me o mi so tun ne gbotan na blogbon ton ele lo le tin cho gbotan mi de ewe. Face à cette flambée du prix du maïs, les consommateurs appellent les autorités gouvernementales à prendre des mesures urgentes pour alléger leurs souffrances. Autorité là ni aider mais pour nous dire quoi de mais et na compter parce que quoi là ya oblidi quoi de mais bien ouais na aider mais pour nous dire na jadion et de sous na pon na blogbon bon dudu na po boto ville na simon bonadou. Cette flambée du prix du maïs met déjà à mal le pouvoir d'achat des ménages en raison de la morosité économique. Et puis face à cette morosité économique, le gouvernement qui prend des mesures justement, et face en ce qui concerne la campagne agricole 2024-2025 au Bénin, le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche s'est prononcé sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Ceci dans le but de soulager les producteurs. Les dites mesures concernent spécifiquement l'accès aux différents engrais. Le gouvernement apporte en effet une subvention pour permettre aux producteurs d'acheter ces engrais à des coûts très réduits. Voici les explications de Gaston Kossi-Dossoui. Le maïs, céréale de grande consommation au Bénin. Il y a encore 2 ans, 3 ans, le niveau de production nationale était de 1 100 000, 1 200 000 tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1 800 000 tonnes, malgré les soubresauts que nous avons connus au cours de la campagne. Les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un cap, il y a un surplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulets. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation.
Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne et demie à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes. Nous pouvons, avec les mêmes superficies, doubler notre production si nous sommes conscients que le marché ici est demandeur et que le produit ne restera pas sous le bras des producteurs. À l'instant, la réponse du gouvernement rapportée par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui, au sujet justement de la hausse de prix des céréales, principalement du maïs. Autre chose maintenant, démarrée le 15 avril 2024, la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF a pris fin hier mercredi. Au terme des 3 jours de travaux, les participants sont parvenus, je vous le disais dans mes titres, à plusieurs conclusions. Le point, Hugo Vignibé, Rachidi Soubero. La 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF. Clap de fin pour la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF. Pendant 3 jours, les participants venus de 23 pays ont échangé sur le thème « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et centrale pour atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture ». À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites. À l'endroit des États, mettre en place des mesures incitatives pour l'émergence d'un secteur privé capable de consommer les acquis de la recherche agricole et veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des rencontres scientifiques et techniques. À l'endroit des communautés économiques régionales, créer une synergie entre les actions amenées par les différents partenaires et institutions de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En dehors des décisions et propositions résultant de cette Assemblée générale, de nouveaux dirigeants ont été élus pour conduire la destinée du CORAF. Le CORAF se présente aujourd'hui comme une organisation leader dans la promotion des technologies et innovations agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'enjeu donc actuel est de pouvoir travailler, continuer à renforcer ses leaderships et travailler davantage à sa durabilité à travers une démarche proactive de gestion des risques, d'optimisation des opportunités et de développement de plus de partenariats et de synergies. Le CORAF est une organisation avec laquelle j'ai travaillé il y a plus d'une dizaine d'années, j'allais dire une vingtaine d'années à peu près. Mais jamais au niveau actuel, au niveau de cette instance. C'est-à-dire la tâche, elle est lourde. La présente cérémonie de clôture de la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. À ce niveau-ci, mesdames et messieurs, après avoir pris ces éléments importants qui sont issus de vos travaux, je puis me permettre de vous féliciter et de vous dire que les objectifs assignés à cette Assemblée générale ont été donc atteints. Vous avez lu les résolutions, les recommandations. Je prends acte et nous allons les porter à qui de droit. L'événement a connu un entracte consacré à la remise de distinction aux personnalités ayant impacté positivement la vie du CORAF. Aussi a-t-il été marqué par la proclamation des résultats du concours de soumission de posters lancé dans le cadre de la préparation de cette Assemblée générale. À noter que des visites de sites ont été effectuées à Calavier-Godomé,
par les délégations ayant pris part à cette session. Politique et les secteurs de la polémique sur la toile suite à une publication intensément relayée sur les réseaux sociaux où une déclaration aurait été faite par Joseph Diogbenou, président du parti Union progressiste Le Renouveau, estimant qu'il sera candidat même sous le crépitement des armes. Le président du parti Union progressiste Le Renouveau a rompu le silence. C'était hier dans l'après-midi. Joseph Diogbenou a démenti ses propos et a précisé que les auteurs, mais aussi les co-auteurs, feront objet d'une poursuite judiciaire. Suivons ici et maintenant un extrait de ses propos. Malheureusement, les événements de ces derniers jours, faits de montages grotesques et de calomnies, m'obligent, par devoir, par fidélité à la vérité, par responsabilité, de rompre le silence. Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs, mensongers, diffamatoires, sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. Dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Je salue l'élan considérable et appréciable de solidarité des militants et des sympathisants du parti et appelle chacun et chacune à la sérénité et à la tranquillité. Célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, la réjouissance a réuni à Dassa-Zoumé, dans le département des Collines, les femmes leaders du parti Union progressiste Le Renouveau. De ce département, plusieurs thématiques étaient au cœur de la discussion. Himet Hélène Amousson. Une convergence de femmes venues des 6 communes du département des Collines, toutes membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Elles sont des leaders dans leurs localités de provenance respectives, réunies à Dassa autour des responsables à divers niveaux du parti. Ces militantes célèbrent en différé la Journée internationale de la femme édition 2024. L'événement est placé sous le parrainage de la directrice de l'administration de l'UP Le Renouveau, Christelle Rundonugbo Alioza. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer vos réalisations, vos défis, surmonter et les progrès que vous avez accomplis en tant que femme leader. Votre contribution à la société est inestimable et nous sommes reconnaissants de pouvoir partager cette journée avec vous. Depuis que nous sommes arrivés, on vous observe, nous vous regardons et on a constaté que il y a pratiquement moins de jeunes filles. Tirez-les par la main, vous allez laisser vos places à qui demain? Moment de grande réjouissance, la célébration a été l'occasion de renforcer les liens de fraternité entre elles, d'échanger les idées et de s'inspirer du vécu des unes et des autres. Les manifestations étalées sur toute une journée ont été meublées de diverses activités. Entre autres, un dispositif a été mis en place pour permettre aux femmes présentes et désireuses de faire le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus. Bien de réflexions ont aussi été menées sur le devenir de la femme. Le thème principal des échanges est intitulé « Le bien-être de la femme des collines, santé et finances ». Le message que je voudrais porter à tout un chacun de nous, c'est un message de confiance, de courage et d'endurance. Rien ne s'obtient
dans la facilité. Nous autres, dans l'Union progressiste, le renouveau, sommes organisés de la base jusqu'au sommet. Et vous verrez dans les instances, il y a au moins le tiers des membres qui est réservé pour nos femmes. Ce qui prouve la place que l'Union progressiste, le renouveau, réserve à la femme béninoise. Qu'est-ce que nous sommes venus globalement dire aux femmes? Nous sommes venus leur dire que oui, dans le pays, qu'il y a des actions qui sont menées en direction de la femme, pour le bien-être de la femme, pour l'épanouissement de la femme, mais il faut que la femme elle-même, elle participe et accompagne. Et nous avons une attente en matière de volonté politique, que dans les communautés, la gestion à la base, que les femmes soient encore un peu plus impliquées. Pour qu'elles soient impliquées, il faut qu'il y ait aussi cette volonté politique en direction donc des femmes, celles qui sont dans les communautés à la base. Ces retrouvailles des femmes leaders de l'Union progressiste, le renouveau des collines, a aussi permis d'informer l'assistance sur tout ce qui se fait au niveau du parti, notamment sur la mise en place des structures de base dans les villages, arrondissements et les communes. En guise de conseil, elles ont été appelées à travailler davantage pour le rayonnement de la formation politique. Et pour boucler, on parle de cette tournée des acteurs du Conseil économique et social. La mission était au siège de la communauté du Zou. Les membres de la délégation sont ceux de la commission permanente des affaires sociales, de l'éducation, de l'économie sociale. Ici, les communes, en vue de s'imprégner de certaines réalités en matière de l'économie sociale et solidaire, ont fait le point avec Imet et les Ramonson. Dans les locaux de la communauté de communes du Zou CCZ, une délégation de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social CES. La rencontre avec l'équipe de direction précède une descente sur le terrain prévue dans le cadre d'une tournée entreprise par la commission depuis quelques jours. Elle s'est auto-saisie du sujet. L'économie sociale et solidaire et les échanges vont permettre de s'enquérir de certaines réalités. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire, notamment l'entrepreneuriat social et solidaire, pourrait donc contribuer pleinement au développement économique de notre pays, tout en faisant en sorte que les acteurs de ce secteur-là puissent avoir un cadre serein pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans les différentes activités et leurs produits, on va dire, une richesse partagée entre les différents acteurs sur toutes les chaînes de valeur. Du siège de l'institution, cap a été mis sur l'espace villageois d'innovation agricole de Djidja. Sur place, les hôtes ont eu droit à une visite du site avant de rencontrer les acteurs. L'autre étape de la randonnée est Zobodomé, où les conseillers visiteurs ont eu une séance de travail avec les producteurs de poulets Zado. Ce que nous voyons est tellement appréciable que nous envisageons comment bâtir au niveau des autres communes de pareilles initiatives. Après Zobodo, mais dans la même journée, les membres de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation, accompagnés de l'équipe de la CCZ, ont eu une séance d'échange avec les responsables de Sens Bénin. C'est une démarche qui est très intéressante, très importante pour nous, qui sommes acteurs de cette économie sociale et solidaire ici, parce qu'on a justement besoin de ce soutien des acteurs institutionnels pour pouvoir continuer à développer une économie locale qui soit vertueuse, qui soit au service des populations, qui prenne en compte les problématiques environnementales. Ici, nous avons dans le Zou une spécificité qui est celle donc, des structures, enfin de la communauté des communes du Zou, qui vient organiser en fonction des besoins des communes qui la constituent, tout un groupe d'activités qui relèvent justement de l'économie sociale et solidaire, qui impliquent les entrepreneurs sociaux et solidaires, qui impliquent des coopératives, qui accompagnent la formation, qui accompagnent les itinéraires techniques, qui organisent avec le modèle, par exemple on a vu le modèle BEST de Sens Bénin, il y a des réflexions qui sont derrière et donc la CCZ vient avec, on va dire, avec une autorité pour faire en sorte que tous ces acteurs-là travaillent ensemble pour impacter le territoire de manière globale. C'est un très bon exemple. Après l'étape du Zou, la délégation du CES s'est rendue à Parakou puis Savalou, où elle a visité l'unité de production Essor Agro Libre. Le périple a été également l'occasion de recueillir des doléances, lesquelles seront consignées dans un rapport. Le document sera transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des fins utiles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.